Vladimir Poutine ira-t-il en Afrique du Sud pour le sommet des BRICS en août, n'est-ce pas? Quand on regarde la carte, on comprend, si on part de Moscou pour en Afrique du Sud, c'est compliqué pour lui. Hein. Je prends le pari qu'il n'ira pas. Qu'est-ce que vous pariez? Bruno Tertrais n'ira pas? Et moi, je pense qu'il ira. 25 avions qui partiront en même temps de Moscou et on ne saura pas par où ils vont passer. Je ne suis pas du tout sûr que le président Ramaphosa veut véritablement le recevoir. Un incident technique qui l'amène à se poser dans un certain nombre de pays peut être arrêté. Ah oui, je pense qu'effectivement, oui, absolument, puisqu'il est, entre guillemets, il est à deux doigts d'avoir des menottes s'il se pose quelque part. Vous voyagez beaucoup en Afrique, vous connaissez très bien l'Afrique. Quand on regarde la carte de ces BRICS, vous parliez de l'Afrique du Sud, ça n'est pas seulement évidemment l'Inde, c'est le Brésil, et puis ce sont beaucoup de pays africains qui sont ici concernés. Il y a un enjeu très concret, n'est-ce pas? Vladimir Poutine ira-t-il en Afrique du Sud pour le sommet des BRICS en août, n'est-ce pas? Quand on regarde la carte, on comprend, si on part de Moscou pour en Afrique du Sud, c'est compliqué pour lui. Hein. Oui, mais il est invité officiellement par le président sud-africain qui a annoncé que physiquement, Poutine serait présent. Donc c'est un enjeu important, c'est un symbole important. Par où est-ce qu'il doit passer là? S'il doit partir de Moscou en prenant le mandat, parce qu'il faut rappeler qu'il a le mandat de la CPI contre lui, donc s'il se posait même un incident technique qui l'amène à se poser dans un certain nombre de pays, il peut être arrêté. Ah oui, je pense qu'effectivement, oui, absolument, puisqu'il est entre guillemets, il est à deux doigts d'avoir des menottes s'il se pose quelque part. Mais je pense qu'il fera ça d'une traite. Hein, pour le coup, puis il y aura 25 avions qui partiront en même temps de Moscou et on ne saura pas par où ils vont passer. Ça veut dire quoi? Il peut survoler en ligne droite de Moscou jusqu'en Afrique du Sud? Oui, bien sûr, il peut. Bien sûr, ils vont pas tirer dessus avec des missiles antiaériens, c'est certain. Je prends le pari qu'il n'ira pas. Ouais. Pourquoi? D'abord, pour des raisons de sécurité opérationnelle, c'est quand même difficile. Alors certes, on peut faire le tour, c'est très long, c'est compliqué, mais je crois que quand vous dites le tour, ça veut dire quoi? Il doit survoler la Chine, survoler l'Inde, c'est plus sûr pour lui que... Oui, ça il peut le faire, mais regardez la carte tout simplement, même si c'est pas un planisphère, il y a que les planisphères qui vous donnent les profils de vol exacts, mais ça sera un voyage extrêmement long s'il ne veut pas passer par aucun pays qui n'a ratifié le traité instituant la Cour pénale internationale. Par ailleurs, je ne suis pas du tout sûr que le président Ramaphosa veut véritablement le recevoir. Ça va aussi lui poser des problèmes en interne. Je me demande d'ailleurs si sur le plan juridique, il peut se permettre de lui donner l'immunité diplomatique pendant ce sommet. Et ils tiennent effectivement des déclarations un peu ambiguës. Les uns et les autres, les Africains du Sud, on ne sait pas très bien s'ils ont envie ou non que les Russes viennent. C'est beaucoup de complications. C'est un coup énorme. Durban, la fin du mois d'août, c'est un moment très important. Je veux dire, Poutine, s'il n'y va pas, il y a une carte, une maîtresse qui ne pourra pas jouer. Et on voit bien que s'il y a une espèce d'organisation qui se met en place, je dirais autour de la Chine, avec des BRICS qui gonflent en effectif, plus 20 pays, plus 30 pays, ce qui n'est pas impensable, on va avoir une espèce de Sud global qui va observer les Occidentaux, l'OTAN, les États-Unis. Donc il y a une carte à jouer. C'est pour ça que on peut prendre les paris. On va parier. Voilà, qu'est-ce que vous pariez? Bruno Tertrais n'ira pas. Et moi, je pense qu'il ira parce que très bien. Il est forcé par le système. Maintenant, je rejoins. Qu'est-ce que vous pariez? Les œuvres complètes de Bruno Tertrais? Je parie qu'il va y aller parce que c'est une carte maîtresse. Il ne peut pas ne pas y aller. Une bouteille de vodka. Voilà. Allez, bon, très bien. Allez, on notera la bouteille de vodka. La logique est juste. Et il faudra la boire. Merci. Merci beaucoup. On continue avec vous, évidemment, colonel Père de Jong, sur ce qui se passe maintenant aux États-Unis, sur le terrain de l'Europe. Une des nouvelles et dernières heures, ce sont ces 3000 réservistes américains qui seront déployés en plus de 100 000 hommes. Est-ce que ça traduit, tout à l'heure on parlait de la poule mouillée avec Bruno Tertrais, une crainte quand même, c'est-à-dire que malgré tout, il se prépare peut-être à un affrontement conventionnel? Alors, je n'irai pas jusque-là, c'est un peu rapide. Par contre, ce qui se passe, c'est que l'OTAN raisonne vraiment à, une espèce d'organisation qui protégerait... En fait, ils s'inscrivent dans le temps. En fait, on va quelque part vers un conflit long, et donc l'OTAN va se renforcer, parce qu'on parle d'effectifs relativement importants, parce qu'on a passé de 300 000 hommes à un moment donné. On voit bien que l'ensemble des pays européens, l'ensemble des pays de l'OTAN, ils vont monter au créneau quelque part, et les Américains vont tenir, si vous voulez, le rôle principal, et il faut qu'ils renforcent. Et on voit bien qu'ils font appel à leur garde nationale. Avec nous, un homme clé pour comprendre ce qui se passe, un homme qui a connu de l'intérieur le Kremlin. Vous êtes avec nous, Vladimir Milov. Vous avez été ministre de Vladimir Poutine. Aujourd'hui, vous êtes son opposant. Bonsoir. Bonsoir et merci beaucoup. Bonsoir, monsieur. Merci, si vous le faites en français, c'est encore mieux. Aidez-nous à comprendre ce qui est en train de se passer. Des images nous sont venues depuis quelques heures maintenant de Vladimir Poutine qui donne une interview à Zaroubine. C'est ce journaliste qui est très déférent, qui le suit partout. Un mot d'abord de la manière qu'il a de communiquer, toujours avec ce même journaliste, très souvent avec lui, qui est vraiment son porte-micro quasi officiel.
Oui, tout à fait. Aujourd'hui, Poutine récupère, après la mutinerie de Prigojine, qui a eu lieu il y a 3 semaines, et donc Poutine est devenu très public. Avant, on ne le voyait pas beaucoup, il ne donnait pas beaucoup d'interviews, il ne rencontrait pas les gens. Maintenant, tous les jours, il prend la parole, il cause beaucoup, et je pense qu'il cherche à retourner la confiance, cherche à récupérer la confiance qu'il y avait avant, parce que pendant la mutinerie, lorsque Prigojine prenait d'assaut facilement, sans résistance, les villes russes, cette image de Poutine qui contrôlait tout, s'était pas mal ébranlée. Dans quelle mesure est-il renforcé, dans quelle mesure est-il affaibli? Il a été mis en cause et en même temps, il est là, il a survécu. Il affaiblit d'une façon qui se voit. C'est une crise que tout le pays a vue. C'est pas quelque chose que Poutine pourrait cacher en disant que c'est juste un épisode, juste un épiphénomène. Donc il y a eu des enquêtes et les gens considèrent ça comme une crise importante. Donc son taux de confiance a baissé de quelques points. Bien évidemment, les gens se posent des questions. Maintenant, ça fait 25 ans que Poutine est au pouvoir. À chaque fois, il expliquait que pour lui, la sécurité, c'est en fait ce qu'il a pu apporter à la Russie. Peut-être je vous ai enlevé quelques libertés, mais je vous ai donné beaucoup de sécurité. Et là, on a vu que des gens armés, d'une façon très simple, ont occupé la ville de Rostov. C'est la 11e ville la plus grande de Russie. Et ces gens-là n'ont pas été punis pour ça. Donc tout le monde le dit maintenant, et dans le couloir du pouvoir, et dans les cuisines chez les gens. Donc c'est un sujet qui a beaucoup changé le regard que les gens portent sur Poutine. Et ça a ébranlé son image d'homme fort en Russie. Dans son milieu, dans le cercle du pouvoir, et en particulier dans les gens du FSB, l'ancienne police politique et la police politique de maintenant, est-ce qu'il y a des doutes d'après vous, d'après les informations qui vous arrivent? En général, je voudrais dire que FSB, personne n'aime FSB, parce que FSB, c'est un peu une institution au-dessus de tous les autres. C'est un gouvernement secret russe qui contrôle tous les ministères, toutes les entreprises, et dans n'importe quelle université, il y a toujours un recteur, un représentant du FSB. Donc, tout le pays n'aime pas FSB, personne ne les aime. Et donc, effectivement, ils ont pris un but dans leur camp, le FSB. Ils ont pris un but et ils ont perdu un point. Donc maintenant, pour renforcer leur statut, ils vont éventuellement renforcer les répressions internes. Mais c'est un peu trop tard, parce que l'image a déjà été beaucoup ternie de Poutine, ainsi que bien d'autres. Restez avec nous, Vladimir. Vous êtes très précieux pour essayer de comprendre ce qui se passe aussi sur le front. Vous avez connu ce système de l'intérieur, vous êtes toujours avec nous, Père de Jong. Expliquez-nous le paradoxe qu'on vit là maintenant en ce moment. Poutine en partie affaibli, l'armée russe qui a tant de faiblesses, on les a vus, et pourtant ils tiennent le choc. C'est la déclaration de la soirée, la vice-ministre ukrainienne qui dit que, hélas pour les Ukrainiens, même dans certains endroits, ils arrivent à progresser. Comment expliquer ça? La guerre, c'est un problème de rapport de force, il y a un problème de